Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bisous mes amis, on en sort. Oh, le Congo, ça, attendez, j'ai mis la manette au feu, ça va se brûler, attendez, j'arrive. Oh. Jésus! Au palais d'étudier, à l'occasion de ce sommet, le 15e espèce de la CEMAC, on a vécu une scène qui devient finalement normale. Parce qu'on nous habitue déjà à ça. On nous prépare déjà à ça, à ce qui va arriver. Avant l'entrée des chefs d'État, c'est Franck Biya qui, quelques secondes avant, est entré, suivi de Chantal Biya, et les deux, une complicité jamais imaginée, alors que, à l'époque, ils se regardaient comme des chiens de faïence. Cette entente cordiale, devant des caméras, est un signal. Parce que, au moment où Paul Biya est en train de perdre toutes ses forces, toutes ses capacités intellectuelles, eh bien, eux, ils savent qu'ils ne doivent pas perdre le bout. Il faut savoir le tenir. Et puis surtout, savoir que à un certain temps, s'il tombe, c'est elle qui prend. Nous sommes donc au tournant de notre histoire, dans la mesure où beaucoup font comme si ça ne disait rien, que Paul Biya, devant ses pairs, présente son fils, Franck Biya, comme étant son plus proche conseiller. Même quand on nomme ce fils, il faut lire le décret à la radio. Il faut publier dans le journal officiel pour qu'on sache exactement quel est le poste de Franck Biya auprès de Paul Biya. Mais personne, on suppose, on murmure qu'il serait le conseiller du chef de l'État ou encore tout simplement un super ministre, et d'autres qui ne manquent pas de me dire que mais attendez, il a vieilli donc son fils peut toujours être là. Ce n'est plus que Chantal Biya peut toujours être là puisque c'est son épouse. On comprendrait que c'est son épouse qui même au milieu de tous les chefs d'État qui eux ne sont jamais avec leur femme, c'est toujours Paul Biya qui, quand il faut prendre la photo de famille, la seule femme qui est au milieu de tous les chefs d'État, c'est Chantal Biya. Au bon milieu. C'est bien. On me dit donc que c'est elle qui fait le protocole. Maintenant, ce n'est plus elle. Elle a pris un autre renfort qui est Franck Biya, qui est aussi entré dans le protocole. Mais pendant ce temps, on me dit que Paul Biya est un directeur du protocole. À quoi sert Bikele? Et puis, celui qui souffle souvent à son oreille là, qu'on appelle le contre-amiral Fouda. Ils n'ont plus de place. C'est Franck Biya qui est déjà là. Ou alors, c'est juste parce que c'est lui qui comprend la langue de son père et il traduit aux autres. Quand on regarde Biya, il parle encore. Mais dire que si Paul Biya veut recevoir maintenant quelqu'un, c'est avec Franck Biya. S'il veut faire ceci, c'est avec Franck Biya. Dès que le chef d'État arrive, c'est Franck Biya. Et on se rappelle que Emmanuel Macron était également arrivé au Cameroun le 25 et 26 juillet 2022. Eh bien, avant même de rencontrer Biya, il avait déjà rencontré Franck Biya au Hilton
Et quand il a encore rencontré Biya, Biya présentait encore le même franc Biya. Ce n'était pas une visite familiale ou de courtoisie, c'était une visite d'État. Je ne sais pas si partout où Paul Biya allait souvent, un chef d'État lui présentait que voici mon fils, voilà l'autre, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne présente pas les autres enfants. Il ne présente que Franck Biya. Ceci nous amène à comprendre donc que, après ce sénatorial, qu'il peut avoir beaucoup de mouvements. Ceci nous amène encore à bien réfléchir sur ce que je disais déjà, que Franck Biya a commencé à faire des sorties. Non seulement au royaume Bamoun, mais aussi et aller chez les Lamido. Ceci n'est pas un hasard. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui risque de nous surprendre. Ça ne devrait pas nous surprendre parce que nous avons vu ce qui s'est passé à côté. Il faut se dire que pendant ce sommet, Paul Biya a prêté une attention particulière à quelqu'un, un jeune, qui dépasse avec 51 ans, à savoir Mahamat Idriss Déby. Il l'a reçu au moins pendant 1 heure. Et quand on sait comment est-ce que Mahamat Idriss Déby est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire que son père est assassiné le 20 avril 2020, et puis, au lieu de respecter la Constitution qui voulait que ce soit le président de l'Assemblée nationale, ils vont créer ce qu'on appelle le Conseil militaire de transition. Donc, un véritable coup d'État. Et Emmanuel Macron va immédiatement quitter la France pour venir assister aux obsèques le 23 du mois, c'est-à-dire 3 jours plus tard. Quand il arrive là, il impose au chef d'État du G5 de venir là, au Tchad. Tous étaient là. Chef d'État du Mali, chef d'État du Burkina Faso, chef d'État du Niger. Ils étaient là pour adouber qui? Un petit enfant, le fils d'Idriss Déby. Ailleurs, la France aurait pu dire que oui, c'est vraiment comme au Mali. Oh non, il faut respecter la démocratie. Oh, il y a eu coup d'État, ceci. Si c'était en Guinée, et la France allait dire comme ça. La France n'a pas dit ça au Tchad. La France déjà a installé Idriss Déby au pouvoir suite à un coup d'État. Et d'ailleurs, avant que Idriss Déby ne meure, l'armée française a fait intervenir justement aussi son armée pour chasser les rebelles. La France a donc décidé de l'installer parce qu'elle a ses intérêts actuellement en Afrique centrale. Et sa base est installée au Tchad. L'armée tchadienne déjà a eu à intervenir au Cameroun en ce qui concerne la guerre contre Boko Haram. Lorsque Macron est parti, immédiatement on a vu l'Union africaine valider le Conseil militaire de la transition, les putschistes. On a vu l'Union européenne, celui qui dirige ça, Borrell. Et il n'y avait plus qu'un coup d'État à faire ceci. Il a validé sans condition. Les États-Unis qui nous parlent de la démocratie, tout, ont validé. Jusqu'à ce que ce sont les militaires eux-mêmes, le fils de Déby, qui a dit, je vais rester là avec les gars pendant 18 mois et après cela, on va organiser une élection. On ne leur demande pas que, si vous organisez une élection,
est-ce que vous serez candidat et tout? Après, ils disent d'abord que nous-mêmes, on ne sera pas candidat, et après, ce sont les autres. 18 mois arrivent. Boum. Les gars disent qu'ils prolongent maintenant à 2 ans. La France ne dit rien. L'Union européenne ne dit rien. Les États-Unis ne disent rien. L'Union africaine ne dit rien. Le peuple tchadien se lève pour dire « Wow, on est mort ». Ils veulent sortir. Le petit que vous voyez là, qui a le sang de son père, a envoyé l'armée tirer sur les civils. Plus de 50 morts et des centaines de blessés. Nous sommes le 20 octobre. On a appelé ça le jeudi noir. La France sort tout simplement un petit communiqué. Oui, vraiment, nous condamnons ceci et cela. Rien pour les familles. Voilà Mahamat Idriss Déby qui est là. Il est président. Il est président. Quand Idriss Déby était là, il faisait le bourrage des urnes, l'opposition disait que bon, on va voir ce qu'on va voir. Après Déby, on va voir ça et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Parce que le peuple tchadien a attendu comme nous. Le peuple tchadien attendait Allah agir. Et tout s'est passé de telle sorte que Mahamat Idriss Déby va rester là, peut-être 70 ans. Et c'est pour cela que Biya le reçoit. Il n'a pas reçu les autres. Il sait que non, c'est toi qui viendras là. Dès que ça fait gna, tu viens avec ton armée. En attendant que la France vienne. Boum! Franck Biya s'installe. Voilà. Vous croyez que c'est le cinéma? Regardez à côté. Eux tous, ils font ça. C'est un exemple. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, la France avait bel et bien imposé un président qui avait déjà même été chassé, Liomba. Il y a eu un coup d'État, la France est revenue avec son armée lui dire qu'elle reste là. Le gars ne pouvait même plus gouverner. Il était là comme Biya, comme ça, légumes. D'ailleurs, lui, il dormait ici. Il était dans le coma, ici à Paris. Mais il a remporté les élections hein, à 99%. Étant dans le coma. Et d'ailleurs, il est mort en 67. C'est comme ça que la France avait décidé de mettre Albert Bongo. Albert Bongo devient président en 1967. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Rien. Rien. Parce que comme nous, ils croisaient les bras. Quand Albert Bongo voit que, ouais, j'ai quand même un peu fait ceci et cela. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? 73, il dit, je suis né de nouveau. Comment tu es né de nouveau? Non, je m'appelle maintenant El Hadj Omar Bongo. On dit, le père. Il dit, oui, j'ai changé, vous voulez le changement? J'ai changé le nom. Je suis déjà El Hadj Omar Bongo. J'ai changé de religion. Je suis déjà musulman. On dit, il est né de nouveau, il est né de nouveau. On applaudit. Changement au Gabon. Il reste là, il reste là. Après, on commence à dire, on veut le changement, on veut le changement, on veut le changement. Il dit, attendez. Il dit à la télé, j'ai changé. Je vous apporte le changement. On dit, le père, quoi? Maintenant, je m'appelle, c'est-à-dire 20 ans après, je m'appelle El Hadj Omar Bongo Ondimba. Oh, le père, oh, tu es fort. Je m'appelle, il ajoute Ondimba. Voilà un président. Il est venu avec quel nom? Imposé par la France.
Et il change de nom, il fait ses élections comme il veut. On lui dit maintenant, on va faire la démocratie. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les élections, hein? Il dit, ok, d'accord. Il dit à ces gars-là que, bon, voilà, préparez déjà les urnes. On finit de faire les urnes. Avant même de commencer l'élection, lui, il connaît déjà le résultat. Il dit, j'aurai cette fois-ci 98% seulement. Et c'est ça qui arrive, hein? Les opposants disent, non. La France reste calme. Parce que les gens ne savent pas défendre leurs droits. Et voici qu'en juin 2009, Omar Bongo meurt. Il meurt au pouvoir. Il va mourir où? À Barcelone. Qu'est-ce qu'on a fait? Même chose qu'au Tchad. Même chose qu'il y avait au Togo. Hein. On a dit, bon, d'abord, il y a de 30 jours là, il fallait organiser l'élection au bout de 45 jours. Après, on dit, bon, voilà, comme il y a l'élection là, bon, la Constitution dit que c'est d'abord la présidente du Sénat qui va un peu gérer ça et tout et tout. Qui est-ce qu'on a décidé d'imposer? On est parti prendre le fils d'Ali Bongo, d'Omar Bongo, que vous connaissez là. Que Omar Bongo avait déjà décidé de mettre comme ça là, ministre de la Défense. Et puis il avait intronisé là, dans le RPG. C'est-à-dire que le parti politique là-bas qui était presque unique. C'est comme ça qu'Ali Bongo, qui était ministre de la Défense, on le pousse comme ça. Après on dit que, wow, il y a élection en août. Et après, on dit que oh, il a déjà gagné l'élection à 47%. Et qu'est-ce qu'on fait? André Mbaobam, qui en fait avait gagné l'élection, on lui dit que non, 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 tu n'as eu que 21%. Hein. À peu près comme on a fait pour Kamto là. Hein. Kamto avait eu combien là-haut? 14 ou 15%. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est là où le peuple gabonais s'est dit, yeah! Ce monsieur a passé 41 ans au pouvoir. Voilà son fils qui n'est âgé que de 50 ans qui arrive. Quand ils veulent descendre dans la rue avec les peureux et tout, et tout, et tout, ils ont entendu, oh, boum, boum, allez, ils ont fui. Paul Biya a fait combien d'années? 41 ans au pouvoir. Franck Biya, quel âge? Il a fait 41 ans, hein, déjà. Comme Omar Bongo. Et vous savez, même comme les Gabonais sont sortis là, c'est l'armée française qui est venue intervenir. Parce que certains sont partis jusqu'à brûler le consulat de France au Gabon. Mais l'armée française, parce qu'elle a déjà une base, le 6e bataillon, qui est là, a eu à intervenir. Pour Mbabam, il est venu mourir au Cameroun. Ali Bongo est là. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et son fils va le remplacer. Vous voyez ça? C'est des dynasties. Et ce qui se prépare pour le Cameroun est clair. Certains me disaient ici qu'il fallait signer des pétitions pour chasser l'ambassadeur Christophe Guilou. Je vous ai dit que celui qui viendra sera pire. Parce que c'est la France qui les nomme. Vous voyez que l'ambassadeur, il vous a envoyé. Mais, le gars là, il a fait les guerres partout. C'est-à-dire que Macron vous envoie un ambassadeur qui vient pour la guerre. Comme au temps des UPCistes. Qu'on va tirer sur les gens, poum, 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 dès que Biya tombe là. Comment vous pouvez imaginer que un pays comme le Cameroun, vous voyez un ambassadeur qui a fait la guerre d'Indonésie, qui a fait ceci d'Indochine, qui a fait ceci et tout et tout et tout, qui a été en Irak, qui a été à tel endroit. Subitement, il atterrit au Cameroun. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris qu'après la visite d'Emmanuel Macron, il y a eu
Franck Paris, qui est arrivé au palais d'études avec Thierry Marchand. Thierry Marchand, c'est le nom de l'ambassadeur de la France au Cameroun. Voilà. Et l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Ils ont été reçus par Biya. Qu'est-ce qu'il va te faire? Les nouvelles que moi j'ai ici ne sont pas bonnes. Et si donc, nous ne pouvons pas personnellement nous défendre, si nous ne pouvons pas anticiper, eh bien, il se fera trop tard. Parce qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ceux qui croient que Franck Biya est écarté de la course présidentielle se trompent. Les franquistes, c'est une idée de Biya, mise en route par Mbonda Yolo, qui a cru que lui-même pouvait être président. Mais par la suite, constatant qu'ils ne voulaient pas porter ce projet parce qu'ils sont avec les armes Gobelinga, Biya s'est replié vers des gens comme le contre-amiral Fouda. Donc la garde présidentielle aujourd'hui, habillée par Black Design, c'est-à-dire que quelqu'un qui est juste aussi du côté, même village, que le contre-amiral Fouda, et c'est son épouse qui habille actuellement l'armée, et derrière cela, il y a des gros marchés, et derrière cela, elle est chargée actuellement de bien outiller et de créer le lobbying pour le franquisme. Oui. Pendant ce temps-là, est-ce que l'opposition s'est organisée? Pendant ce temps-là, si jamais ça arrive là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vais bien vous dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Mais ce n'est pas suffisant. Comment on va défendre ça? Il faut déjà un autre discours de l'opposition pour préparer les populations à ce qui doit arriver au Cameroun. Nous avons parlé en 2018 du hold-up électoral. Là, ce sera un hold-up constitutionnel. Parce que déjà, il faut savoir qu'au niveau de l'Assemblée, c'est le RDPC qui a tout coiffé. Paul Biya va bientôt nommer des sénateurs. Et par la suite, il va chercher un président du Sénat qui va tout balayer, mettre le tapis rouge pour que Franck Biya vienne passer nyangalement. Parce que l'opposition ne vaut rien dans la chambre basse et dans la chambre haute. Voilà les enjeux électoraux qui se sont passés. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qu'il faut s'inscrire, il faut savoir que ces régimes-là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de modification du code électoral. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une quelconque amélioration de l'État. Jusqu'à présent, ils ont tous les sous-préfets. Jusqu'à présent, ils ont le ministre de l'administration territoriale, bref, tout le gouvernement. Et jusqu'à présent, ils ont beaucoup d'argent. Alors, qu'allons-nous faire? C'est ces réflexions que nous devons actuellement avoir. C'est ces réflexions que maintenant les hommes politiques doivent porter devant la scène pour commencer à revendiquer. Et non
quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.